Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du cours consacré au consensus. Alors la dernière fois on avait vu le problème du consensus, donc c'est-à-dire on a un ensemble de processus, chaque processus démarre avec une valeur initiale, et le but c'est que au bout d'un certain temps, tous les processus doivent décider la même valeur. Donc on avait vu que c'était facile à résoudre dans le cas où tous les processus sont corrects, et ce même si les communications sont asynchrones. On avait vu aussi que le problème était facile à résoudre euh, dans le cas où il y avait des pannes, mais par contre dans le cas où les communications sont synchrones, donc c'est-à-dire on sait au bout de combien de temps les messages vont arriver, à coup sûr, lorsqu'ils sont envoyés. Et aujourd'hui on va voir donc qu'est-ce qui se passe quand on a potentiellement une panne dans un système où les messages sont asynchrones. Donc c'est-à-dire on ne sait pas combien de temps vont mettre les messages pour arriver. Alors on pourrait dire tolérer une panne, ça va être assez facile, surtout s'il y a beaucoup de processus. On peut imaginer, voilà, prenez l'exemple d'Internet, il y a des milliards de machines. Alors imaginez un instant que chaque machine fonctionne parfaitement bien, que les communications sont fiables, donc chaque message parti va arriver. On ne sait juste pas dans combien de temps elles vont arriver, mais on sait que les communications sont fiables, et on sait juste qu'une machine peut tomber en panne. Donc dans ce cas, on va se dire, s'il n'y a qu'une seule machine qui tombe en panne, ça va être facile à résoudre parce qu'il y a des milliards de machines qui sont fiables. Le but, c'est que toutes les machines fiables, correctes, se mettent d'accord sur une valeur. On devrait y arriver. Et aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas le cas. Même avec des milliards et des milliards de machines correctes, si une seule peut tomber en panne, eh bien, le consensus ne peut pas être réalisé. Donc le problème, c'est que comme on ne sait pas quelle machine va tomber en panne, eh bien, potentiellement, chaque machine peut être soupçonnée, en fait, de tomber en panne. Et du coup, et comme les communications peuvent être arbitrairement lentes, en fait, et ben, au bout d'un moment, on peut soupçonner chacune des machines d'être en panne, jusqu'à se rendre compte que finalement non, donc ça va peut-être être une autre, et donc au final, en fait, même s'il y a des milliards de machines, et qu'elles sont toutes correctes, rien qu'on puisse s'en soupçonner une fait que ça va nous poser plein de problèmes quand on va vouloir prouver qu'un algorithme vraiment résout le consensus. Et donc là aujourd'hui on va voir la preuve de ce résultat. Donc c'est une preuve, c'est une version un petit peu modifiée de la preuve donnée qui était publiée en 85 par Fisher, Lynch et Patterson, d'où le nom du théorème FLP. Alors on va commencer par des définitions. Donc tout d'abord il faut définir proprement le modèle. Alors on a n processus, P1, P2 jusqu'à Pn. Un message se note PM entre parenthèses, où P est le processus destination et M le contenu du message. Donc quand un processus envoie un message, ce message en fait est placé dans le réseau le temps d'arriver jusqu'à la destination. Donc on peut voir ça comme un buffer commun en fait à tous les processus. Et donc le buffer contient tous les messages de tous les processus en train de transiter dans le réseau. Chaque processus a un état interne qui représente en fait les variables locales. Les processus exécutent un algorithme A comme une suite d'étapes atomiques. En fait. Donc à chaque étape, un processus reçoit un message M ou ne reçoit aucun message. Dans ce cas, on note M égale ensemble vide. Donc si P reçoit effectivement un message qui est différent de l'ensemble vide, alors c'est un message qui se trouvait dans le buffer. D'accord ? Donc il était dans le buffer, il est reçu par P, et donc du coup on l'enlève du buffer. Mais voilà, donc une fois qu'il a reçu le message, qui peut être vide, en fonction uniquement de son état interne et du message M, le processus P va mettre à jour son état interne, et il peut aussi envoyer un nombre fini de messages, donc c'est-à-dire placer un nombre fini de messages dans le buffer. Donc son nouvel état et les messages qu'il envoie dépendent uniquement de son état précédent et du message PM. Alors une configuration, ça va être l'ensemble des états internes des processus et le buffer.
D'accord, c'est ça qui va correspondre à une configuration. Et en fait, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelait dans le cours précédent l'état global du système. Et donc l'étape exécutée par le processus P permet finalement de passer d'une configuration à une autre. On dit que le message PM finalement correspond à un événement du système, et donc P exécute l'événement E pour passer de C à C'. On peut aussi noter C' égale E de C. Et donc de manière intéressante, on voit que uniquement l'état du processus P a été modifié durant cette étape. Le buffer a été modifié uniquement, c'est-à-dire uniquement le message PM a été enlevé du buffer si jamais M était bien un message non vide, et d'autres messages ont été ajoutés. Mais tout de suite, on peut voir qu'est-ce qui se passe si on avait deux messages qui pouvaient être exécutés, deux événements qui pouvaient être exécutés sur une configuration C. C'est-à-dire que dans la configuration C, il y avait dans le buffer le message M, le message M', destiné pour le message M au processus P, pour le message M' au processus P', sachant encore une fois que finalement M ou M' pourrait être vide. Dans ce cas, ça veut simplement dire qu'il n'y avait pas de message pour P ou pour P'. Et donc si jamais on exécute l'événement E sur la configuration C, on arrive à une configuration C0. Si on exécute l'événement E', on arrive à une configuration C1. Mais dans C0, par exemple, uniquement l'état de P est différent entre C0 et C, d'accord, et entre C et C1, uniquement l'état de P' a été modifié. Donc finalement, si on exécute l'événement E à partir de C1, et ben le processus P, finalement pour lui c'est la même chose, parce que son état est le même dans C et dans C1. Donc ça, si on suppose que P est différent de P'. Donc si on exécute E sur la configuration C1, on arrive à une configuration C2, où l'état de P, finalement, va être le même que dans la configuration C0. Et de la même manière, si à partir de C0, on exécute l'événement E', l'état du processus P' va être modifié, de la même manière que s'il avait été exécuté sur C, et donc on arrive sur la même configuration C2, dans laquelle les deux états de P et de P' ont été modifiés de manière indépendante, c'est-à-dire que l'un n'a pas influé sur l'autre. Et donc on peut noter E de E' de C est égal à E' de E de C. Ça veut dire qu'en fait les deux événements commutent, et ça c'est vrai en fait quels que soient les événements, à partir du moment où les événements ne concernent pas les mêmes processus. D'accord ? Donc ça on va vraiment s'en servir dans la suite. Appliquer des événements à partir d'une configuration qui concernent des processus différents, on peut les appliquer dans n'importe quel ordre. Alors ensuite, un ordonnancement, ça va être le nom donné à une suite d'événements. Une exécution, ça va être de la même manière une suite de configurations. Et donc on va dire qu'une configuration C' est atteignable à partir d'une configuration C s'il existe un ordonnancement qui permet d'aller de C à C'. Alors maintenant on va voir le problème du consensus dans notre modèle. Alors déjà pour prouver le résultat d'impossibilité, on va considérer le problème du consensus uniquement en utilisant deux valeurs. D'accord ? 0 ou 1. Donc ça veut dire que chaque processus démarre soit avec 0, soit 1. Et le but, c'est, en partant d'une configuration initiale I, quelconque, d'arriver à ce que tous les processus décident 0, ou alors tous les processus décident 1. D'accord ? Qui est finalement un problème plus simple que dans le cas où l'ensemble des valeurs pouvait être plus grand. Et donc on dit qu'une configuration est décidente si dans cette configuration tous les processus sont décidés. Et ici, comme on veut tolérer au plus une panne, et ben on va supposer que dans notre ordonnancement, il y a n-1 au moins processus corrects. Donc qu'est-ce qu'on veut au final ? On veut que, quel que soit un ordonnancement infini, on veut que chaque processus correct exécute un nombre infini d'étapes. C'est-à-dire qu'un processus il est correct s'il s'exécute. C'est-à-dire si dans une exécution infinie, il s'exécute un nombre infini de fois. De plus, on veut que les communications soient fiables. Donc ça veut dire qu'on veut que chaque message envoyé soit reçu. Et on va dire qu'un algorithme A résout le consensus si dans chaque exécution infinie, avec au plus
un processus qui tombe en panne, on atteint forcément une configuration décidente. Pour finir, on va voir un dernier ensemble de définitions. Si à partir d'une configuration C, les seules configurations décidantes atteignables décident toutes 0, on va dire que la configuration est C-valente. D'accord ? Donc c'est une configuration C, où à partir de C, on est sûr que les processus vont tous décider 0. On va voir qu'il y a des cas où ça arrive, notamment quand on est par exemple, juste avant de décider 0, en fait, on est déjà sûr que les processus vont décider 0. On va voir qu'il y a d'autres cas où ça arrive. De la même manière, on va définir une configuration invalente. C'est une configuration où on est sûr, quel que soit l'ordonnancement, que les processus vont décider 1. C'est-à-dire on va atteindre une configuration décidante où les processus décident 1. Et si on est dans aucun des deux cas précédents, on va dire que la configuration est bivalente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que les processus vont décider. C'est-à-dire en fonction de l'ordonnancement, il y a des ordonnancements qui vont faire en sorte qu'on arrive à une décision où tous les processus décident 0, un autre ordonnancement où tous les processus vont décider 1. Voilà, donc on est prêt pour prouver l'impossibilité. Alors je rappelle l'intitulé du théorème. Il nous dit qu'il n'existe pas d'algorithme qui résout le consensus en asynchrone avec au plus une panne. Alors pour prouver qu'il n'existe pas d'algorithme A qui résout le consensus, on va supposer que l'algorithme A existe. Et on va essayer d'arriver à une contradiction. La contradiction ici est qu'on va réussir à construire une exécution infinie de configurations bivalentes. C'est-à-dire où aucun processus ne décide jamais. On va voir qu'on va même le faire sans qu'aucun processus ne tombe en panne. Alors tout d'abord, on va montrer le lemme 1, qui nous dit que parmi toutes les configurations initiales, il y en a au moins une qui est bivalente. Donc on va montrer ça aussi par contradiction. On va supposer que toutes les configurations initiales sont toutes univalentes, c'est-à-dire soit 0 valente, soit 1 valente. Donc en gros, c'est-à-dire que le choix est déjà fait dès le début. On sait, juste en regardant la situation globale, que vont décider les processus. Alors pour certaines configurations, c'est effectivement le cas, notamment si tous les processus commencent avec 0. On sait que les processus vont décider 0. C'est une propriété du consensus. On doit forcément décider une valeur qui a été proposée. Donc si tout le monde propose 0, on ne peut que atteindre une valeur de décision qui est 0. De la même manière, on fait pareil si tout le monde commence avec 1, alors la configuration est invalente puisqu'on est sûr qu'on va décider 1. Si on regarde maintenant, si on fait changer la valeur initiale du premier processus, d'accord ? Alors imaginons que cette configuration est aussi 0 valente. Alors dans ce cas, on continue, on va changer la valeur du deuxième processus. Imaginons qu'elle soit aussi 0 valente. Au bout d'un moment, on change les valeurs des processus jusqu'à ce qu'on arrive, on va forcément arriver à un moment donné, où, avec une configuration 0 valente et la configuration suivante qui est invalente. Donc je vous rappelle, on a supposé que toutes les configurations étaient soit 0 valentes, soit invalentes. Donc ici, on arrive avec deux configurations initiales très proches, d'ailleurs on appelle ça voisines, parce qu'elles ne diffèrent que sur la valeur d'un processus. Et maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si on fait tomber en panne ce processus. D'accord ? Donc, dans le premier cas, on regarde ce qui se passe et vu qu'elle est 0 valente, la configuration, les processus vont tous décider 0. Même si un processus tombe en panne, puisque la définition de 0 valente, c'est que quel que soit l'ordonnancement, les processus vont décider 0. Dans la deuxième configuration, C1, on applique un autre ordonnancement où on fait tomber aussi P en panne, et on voit que tous les processus décident 1, par définition de la invalence. Sauf qu'on voit que c'est quand même étrange, parce que le processus P tombe en panne, donc finalement la valeur initiale du processus P ne doit pas influer sur les autres processus, puisque les autres processus n'ont aucun moyen de connaître cette valeur initiale. Donc normalement, dans les deux cas, finalement les deux ordonnancements peuvent s'appliquer aux deux valeurs initiales. Donc sigma prime peut s'appliquer à C1 comme à C0, puisque il n'y a aucun événement qui concerne P. Donc en fait, si on applique C' à C0, on arrive à une contradiction parce qu'on arrive
à une configuration où tous les processus décident 0, alors que normalement on devrait arriver à la même configuration où tous les processus décident 1, puisque l'ordonnancement ne dépend pas de P. Donc ça c'est une contradiction, donc c'est-à-dire qu'on a forcément une des deux configurations finalement qui n'est pas décidée à l'avance, qui est bivalente. Donc voilà, on sait qu'on a une configuration initiale bivalente, et on va montrer maintenant le lemme 2, donc c'est vraiment le cœur de la preuve. En gros, on va montrer qu'à partir d'une configuration bivalente, on peut toujours atteindre une configuration bivalente dans laquelle on a fait arriver un message du buffer, parce que le but c'est que tous les messages du buffer arrivent. Alors pour montrer ça, on va regarder ce qui se passe d'abord en partant de la configuration C, bivalente, de départ. Qu'est-ce qui se passe si P tombe en panne? Donc on sait qu'au bout d'une suite d'événements finis, qu'on va appeler sigma 0, on va atteindre une configuration où tout le monde décide une valeur i. D'accord? Si P tombe en panne, l'algorithme doit terminer et arriver à une configuration i-valente. Disons pour simplifier et sans perdre de généralité que i vaut 0. D'accord? On arrive à tout le monde décide 0. On sait aussi qu'il existe au moins un autre ordonnancement fini qui permet d'atteindre une configuration invalente, car C est bivalente. Donc il y a forcément un ordonnancement qui permet d'arriver à une configuration invalente. Et parmi tous les ordonnancements qui permettent d'arriver à une configuration invalente, on va choisir sigma 1 qui est un ordonnancement qui minimise le nombre d'étapes exécutées par P. Donc on va considérer deux cas. Le premier, on va voir qu'est-ce qui se passe si P finalement n'exécute aucune étape dans sigma 1. Dans ce cas, on l'a vu, si P n'intervient pas dans sigma 1, alors on peut exécuter sigma 1 ou E dans n'importe quel ordre. D'accord? Parce que l'ensemble des processus est différent. Dans E, c'est P qui intervient. Dans sigma 1, P n'intervient pas. Donc on peut exécuter dans l'ordre que l'on veut. Donc si on exécute d'abord E et ensuite sigma 1, on arrive à la même configuration invalente. On peut faire de même de l'autre côté. Si on exécute E, on arrive à une configuration 0 valente. Et comme dans sigma 0, P n'intervient pas, on peut commuter sigma 0 et E. Donc d'abord exécuter E et ensuite sigma 0 et arriver à la même configuration, qui est donc aussi 0 valente. Tout ça parce que P n'exécute aucune étape dans ces ordonnancements. Donc là on voit qu'on obtient E appliqué à C est une configuration bivalente. Donc dans ce cas-là, on a résolu le théorème dans le cas où P n'exécute aucune étape dans sigma 1. Parce que donc, E appliqué à C est bivalente. C'est-à-dire que E appliqué à C, il y a encore un ordonnancement qui permet d'arriver à une configuration 0 valente en partant à gauche et un ordonnancement qui permet d'arriver à une configuration invalente en partant à droite. Maintenant, il y a le cas, qu'est-ce qui se passe si dans sigma 1, P exécute des étapes? Alors là, on ne peut plus faire commuter E avec sigma 1, donc on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, on peut finalement décomposer sigma 1 en plusieurs parties, et on va le décomposer de telle manière que finalement E', c'est le dernier événement exécuté par P dans l'ordonnancement sigma 1. D'accord? Donc comme c'est le dernier événement exécuté par P, ça veut dire que gamma 1 ici ne contient pas d'événement exécuté par P. D'accord? P n'exécute pas d'étape dans gamma 1, parce que E' était le dernier. Ensuite, en partant de là, comme tout à l'heure, on sait que la dernière configuration là est invalente. Maintenant, en partant de A, je regarde qu'est-ce qui se passe si P tombe en panne. Donc en gros, si je prends la configuration juste avant d'appliquer E', je fais tomber P en panne et je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc comme mon algorithme doit terminer, au bout d'un moment, les processus vont décider. D'accord? Donc j'arrive à une configuration qui est i-valente. Je ne sais pas si i est 0 ou 1. Donc supposons que ce soit 1. Si la configuration obtenue est invalente, alors j'ai un ordonnancement, donc sigma 1' suivi de gamma 0, qui me permet d'arriver à une configuration invalente, mais qui contient une étape de moins exécutée par P. Or on a vu que une étape de moins que sigma 1. On a vu que sigma 1 c'était un ordonnancement qui minimisait le nombre d'étapes.
Donc ici, c'est pas possible, ça ne peut pas être une configuration invalente, c'est forcément une configuration 0 valente. Donc gamma 0 de A est 0 valente. De même que toutes les configurations qu'on va obtenir à partir de gamma 0 de A. Donc en l'occurrence, E' de gamma 0 de A et E de E' de gamma 0 de A vont être aussi 0 valentes. De l'autre côté, c'est pareil, comme gamma 1 de E' de A est invalente, alors E de gamma 1 de E' de A est aussi invalente. Mais comme dans gamma 0, P n'intervient pas, n'exécute aucune étape, alors on peut exécuter soit d'abord gamma 0, ensuite E', soit d'abord E', et ensuite gamma 0. Et on arrivera à la même configuration. Donc on voit qu'en partant de A, si d'abord j'exécute E', ensuite E, ensuite gamma 0, j'arrive à une configuration 0 valente. De la même manière, comme dans gamma 1, il n'y a aucune étape exécutée par P, alors je peux d'abord exécuter E', puis E, puis gamma 1, et arriver à la même configuration que si j'avais exécuté E', gamma 1, E. Et donc, gamma 1 de E de E' de A est égal à E de gamma 1 de E' de A, et qui sont toutes les deux invalentes. Et donc la configuration qu'on a au milieu, elle est bivalente, puisqu'il y a un ordonnancement qui permet d'avoir une configuration 0 valente, un ordonnancement qui permet d'avoir une configuration invalente, donc elle est bivalente. Et elle s'écrit bien E de quelque chose, à partir de C. En fait, elle s'écrit E de E' de sigma 1' de C. Et donc on a bien résolu le théorème dans ce cas-là aussi. Donc c'est-à-dire, on peut construire une configuration bivalente à partir d'une autre, tout en exécutant un événement E pris dans notre buffer. Voilà, le lemme 2 est démontré. On peut maintenant conclure la preuve du théorème. Pour ça, on va construire une exécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'une configuration initiale C0 qui est bivalente. On sait qu'elle existe d'après le lemme 1. Ensuite, on va prendre le plus ancien message M dans le buffer destiné au processus P1. Et on prend M égale l'ensemble vide s'il n'y avait aucun message dans le buffer. D'après le lemme 2, on sait qu'il existe une configuration C', une configuration C' atteignable à partir de C, telle que E de C' est bivalente. Avec E qui est donc l'événement où P1 reçoit le message M. Et donc on pose C1, cette configuration E de C'. Ensuite on fait pareil avec le processus 2. On prend un message, le plus vieux message dans le buffer, destiné à P2. D'après le lemme 2, on peut arriver à une configuration C' atteignable à partir de C1, telle que E de C' est bivalente. Et donc on va poser C2 égale E de C'. Et donc ainsi de suite, comme ça, en faisant tous les processus. Donc chaque processus va s'exécuter un nombre infini de fois. Tous les messages dans le buffer vont être reçus à un moment donné, parce qu'à un moment donné, un message va être le plus vieux, et on va l'inclure dans l'autre ordonnancement. Donc c'est-à-dire, le message va être reçu. Et donc on a une suite C0, C1, C2 jusqu'à l'infini, de configurations bivalentes, où aucun processus ne tombe en panne, tous les processus s'exécutent infiniment souvent, et tous les messages envoyés sont reçus. Voilà, c'est tout pour le théorème d'impossibilité. Donc n'hésitez pas à noter les points qui vous semblent flous pour qu'on puisse en discuter, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.